Merci d'abord de nous avoir invités. Je ne pense pas que cette situation mérite encore des commentaires dans la mesure où c'est une situation des plus connues. Et je me rappelle, si ma mémoire ne me trahit, que le gouvernement de la République avait dépêché une forte délégation sur place en son temps et il n'y a pas très longtemps. Et puis il y a eu aussi des organisations de la société civile, et surtout des organisations des femmes, qui sont descendues sur place bien avant que Uvira ne tombe entre les mains du groupe connu. Mais le problème, c'est nous connaissons les problèmes, mais est-ce que nous voulons bien les résoudre? Parce que si on veut résoudre un problème, il faut être conséquent. Et aux gros mots, des gros remèdes. Et chez nous, il y a trop de complaisance. On envoie des délégations pour vérifier les faits et qu'on sort. Ce sont généralement des équipes de complaisance parce que ça implique des perdièmes, ça implique tout ce que vous pouvez dire. Et à la fin, parfois même lorsqu'ils rentrent, et j'en sais quelque chose, et il n'y a même pas de rapport, sinon pas de rapport conséquent, ou encore, quand bien même qu'il y aura un rapport fourni à l'autorité, et est-ce qu'il s'ensuit quoi après coup? Donc il n'y a rien qui est fait à la suite, simplement qu'on y a été, et puis voilà, on a constaté, on a déploré. Bon, ici, il faut voir la chose de manière objective. Et ces réfugiés qui sont là, ils le sont pourquoi? Donc il faut traiter le mal. C'est vrai qu'on devrait avoir aussi des solutions palliatives entre-temps, mais il faut traiter le mal à fond. Et qu'est-ce qui cause ces afflux de nos populations vers l'extérieur voisin? Et c'est à ça qu'on doit s'attaquer. Je sais que ça, c'est une question très complexe, oui, mais une question complexe est faite pour que les gens les résolvent. Et il ne manque pas de compétences dans ces pays, plutôt de volonté. Et s'il y avait une ferme volonté de vouloir arranger les choses, bon, par moment, qu'on arrête un peu de tout politiser et qu'on sorte un peu de ces carcans politiques où il se passe des choses. Mais lorsqu'on essaye d'analyser, on voit toujours la politique, on voit une main derrière, une main politique, une pensée politique. Et ça ne nous fait pas avancer. Et que ces choses-là, nous avons des organisations assez sérieuses de la société civile qu'elles s'associent à d'autres organismes internationaux avec l'appui du gouvernement de la République. Et on peut gérer cette question d'une autre façon plutôt qu'avec le gouvernement seul qui s'avère être très peu efficace. Bon, ça, ce n'est pas une chose nouvelle. Au contraire, la situation dégénère, elle s'aggrave. Et ça nous rappelle les prémices d'autrefois dans notre partie Est. Et c'était toujours comme ça. C'était des petites attaques, c'était des maisons qui étaient attaquées, c'était des personnes qui étaient égorgées ou quoi. Et on n'a pas pris très au sérieux la chose et c'est devenu ce que c'est devenu. Le pays est occupé et aujourd'hui cela se produit dans la partie ouest de notre pays. Et autrefois, le président à l'époque de l'Assemblée nationale, qui lui, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas vraiment parlé, et disait déjà qu'il connaissait les tireurs de ficelles, dont certains se trouvaient dans son hémicycle, l'hémicycle que lui dirigeait, et il les invitait à sortir des groupes armés. Est-ce que ces gens-là sont-ils sortis des groupes armés? Et que l'ancien président de l'Assemblée nationale, actuellement premier ou deuxième vice, je ne sais pas, et qu'il réponde, que s'il le faut une certaine instance sécuritaire de notre pays l'interpelle, il y a tous les mécanismes pour ça, qu'il vienne justifier ce qu'il avait dit
qu'il donne les noms de ces gens-là et que des options conséquentes soient prises. Et pas seulement dans l'Est, mais dans l'Ouest maintenant. Et ils n'ont pas manqué de dire qu'il y avait des mains noires. Dans l'Ouest, on a utilisé des mains noires. Et quand on voit des mains noires, c'est-à-dire que ces mains noires sont connues. Et pourquoi ne pas, pure et simplement, si réellement il y a une volonté. Et à la limite, on dirait que c'est une situation qui est assez intéressante pour certaines personnes parce qu'elle devient un fonds de commerce sur la tête des Congolais qui meurent au jour le jour. Et nous apprenons que le commandant des opérations, un certain capitaine que je ne retiens pas bien le nom, serait interpellé à Kinshasa. Anthony Mwalushai. Ah oui, comment encore? Anthony Mwalushai. Mwalushai, voilà. Et il y a des réactions qui fusent dans tous les sens. Bon, c'est tout à fait normal que la hiérarchie le rappelle. C'est vrai que ça va plus dans le sens d'une interpellation disciplinaire, mais moi je ne voudrais pas prendre ça dans ce sens. Je considère que c'est un rappel stratégique, technique, plus stratégique, pour essayer d'en savoir plus par rapport aux révélations qu'il a faites. Et c'est lui qui est l'homme de terrain. C'est tout à fait normal avec la complexité grandissante de cette situation dite de Mobondo à l'ouest de notre pays, et que l'on essaye, puisque nous avons vu des ministres successifs de l'intérieur se fourvoyer, et puis il y a plein de choses. Prenons un peu ça au sérieux. Je pense que le chef de l'État devrait vraiment prendre la mesure de la chose et instituer, mais le problème, le pauvre lui aussi, le président de la République, il va envoyer qui finalement? Parce que tout le monde qu'on envoie, c'est toujours la même complaisance, tout le monde est la situation, et elle semble maintenant nous glisser entre les doigts. Ça a commencé par un tout petit mouvement de personnes et qui devient de plus en plus ingérable. Et je pense que plutôt qu'interpeller si c'est de manière disciplinaire, et bon, tant mieux, ils ont certainement des raisons pour le faire, mais il faudrait que ces messieurs qui, selon certaines, selon certains commentaires sur place, et nous attendons, nous, du côté de la société civile, notamment du cadre de concertation nationale de la société civile. Nous attendons des rapports des nôtres qui sont sur place, notamment le cadre de concertation basé à Bandundouville, à Kenge et ailleurs. Nous attendons qu'ils nous donnent des précisions et nous ne manquerons pas d'éclairer l'opinion sur ce qui se passe réellement, et nous ferons, comme il est de coutume, des recommandations conséquentes à qui de droit pour que solution soit trouvée à ces problèmes qui deviennent de plus en plus agaçants. S'il faut utiliser votre mot, avancer selon le côté qu'on se trouve. Et comme qui dirait, on est face à un chiffre, un nombre, et on les lit 66 ou 96, selon qu'on se trouve d'un côté ou de l'autre. Et si vous parlez d'avancer sur ce qui s'est fait depuis qu'il y a eu cette signature d'il y a maintenant un peu plus de 6 mois à Washington, et entérinée récemment par les deux chefs d'État, en présence du chef de l'État hôte. Et là, bon, ceux qui sont du côté de la rébellion et du côté des occupants, ils vont dire qu'il est avancé. Et parce qu'il continue de gagner du terrain, les combats font toujours rage, et pour eux, ils gagnent du terrain. Et leur espace territorial occupé grandit. Et de notre côté, des citoyens, de la société civile, de la population congolaise, il n'y a aucune avancée, plutôt il y a recul. Parce que nous continuons à perdre du terrain et la population continue d'être décimée. Et comme conséquence, il y a de plus en plus d'afflux de population vers d'autres territoires, notamment des territoires étrangers comme le Burundi, pour ne pas les citer. Et les conséquences aussi de ces mouvements massifs de population dans des conditions les plus exécrables,
Et c'est qu'il y a récemment ce rapport dont on vient de parler, de 104 ou 105 décès, et ça on ne parle que de ces décès identifiés, et depuis ce temps-là, il y en a combien jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que la situation va s'améliorer? Non, la situation se dégrade davantage. La situation humanitaire et sociale continue de se dégrader. Et de l'autre côté, les autorités semblent impuissantes pour apporter des solutions conséquentes, il faut le dire. Et parce qu'on est encore dans les dénonciations, on est encore dans des complaintes. Et on ne sait finalement si c'est comme ça qu'on va résoudre ces problèmes. Et coup de chapeau à nos forces de défense et de sécurité qui ne baissent pas les bras malgré tout. Et des conditions certes de l'adversaire, l'adversaire est assez coriace, il a des conditions qu'il a. Et les nôtres ont ce qu'ils ont, et même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est le problème chez nous d'être, même des personnes supposées être des grandes, et des vues comme ça, vous voyez des personnes porteuses de plusieurs bouts de papier appelés diplômes, et diplômes universitaires en tout cas, et d'autres avec de grosses cravates, de gros ventres, et puis de grosses vestes, parfois, comme j'ai l'habitude de le dire, mal cousues, et autant mal cousues leur petite cervelle. Et les gens ne comprennent rien. Les gens ils ont tellement une toute petite cervelle qu'ils ne voient pas la gravité de la situation à laquelle nous faisons face dans ce pays. Les gens sont en train de mourir et le pays est en train de partir. L'occupation agrandit son espace et on vous propose, sur appel du chef de l'État, le premier d'entre nous, qui est supposé garantir le bien-être de la nation, la sécurité et l'intégrité du territoire. Il lance un appel à tout citoyen, et spécifiquement adressé à l'Église, qui se met au travail de réflexion et pond une proposition qu'il présente ou qu'elle présente au chef de l'État, clairement établie, sous forme de cahier, de feuilles de route, étape par étape, ce qui devrait être fait d'abord sur le plan national, régler d'abord le problème plus ou moins entre nous, et enfin aboutir au niveau régional et international. Mais nous ne pouvons pas régler le problème dans le cadre international ou régional ou sous-régional tant qu'à l'intérieur, nous ne l'avons pas encore réglé. Et nous irons de manière dispersée comme toujours et avec toutes les faiblesses du monde, à la fin, comme ce qui se passe, c'est comme ce qui s'est passé à Doha, comme ce qui s'est passé à Washington. Ce qui va être signé, ce qui va être accouché, ne sera pas dans l'intérêt du peuple. Qui pourrait me dire franchement et honnêtement, porte-parole du gouvernement soit-il, que réellement ces accords-là, traités déjà en international, tels qu'ils ont été signés, qu'ils vont réellement apporter la paix chez nous. Et quand? Ceux qui disent qu'ils sont contre, ils le font parce qu'ils veulent faire des yeux doux au président de la République. Et moi, je les considère comme des ennemis de la nation. Et comme je l'ai dit autrefois, le président de la République devrait procéder à un coup de balai stratégique dans le mécanisme constitutionnel à sa disposition pour conduire le pays. Parce que des personnes de ce genre n'aident pas le président de la République. N'aidant pas le président de la République, n'aident pas la nation en ces temps cruciaux où notre pays est à la croisée de chemin,
confronté à l'ordre mondial qui est en train de se défaire et se refaire, le pays est en grand danger. Aucun pays du monde ne viendra nous donner la paix chez nous, ni encore ne se souciera de l'intégrité du Congo si ce n'est le Congo lui-même. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez ce que le président actuel aux États-Unis est en train de faire. Le monde est en train de changer. Il est en train de basculer d'un ordre ancien, ou en tout cas existant, finissant, vers un autre. Et où se situe la RDC dans tout ça? La RDC qui devait jouer un des premiers rôles dans l'équilibre mondial, à cause de ce qu'il représente, sa situation géographique et sa richesse stratégique potentielle. Elle n'est même plus potentielle parce qu'elle est avérée. Et nous sommes là, nous tenons la queue. Le dernier rapport l'indique. La RDC détient la queue. La RDC est à la traîne du monde entier. Même des pays non pays en fait. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'homme réel. Et le problème du Congo, ce n'est même pas... Je crois que la rhétorique devrait changer. Ce n'est même pas vraiment le problème d'homme, mais c'est le problème de gestion d'hommes, de gestion d'intelligence. Parce que des intelligences en RDC, ça existe. Mais comment est-ce que ces intelligences sont gérées, sont encadrées? C'est là que le bas blesse. Et pour ça, il faut une réflexion stratégique profonde. Et la seule et l'unique personne à l'heure qu'il est pour enclencher ces mécanismes reste le chef de l'État, le président de la République. Qu'on l'aime, qu'on ne l'aime pas, et lui de son côté, qu'il aime, qu'il n'aime pas les acteurs en présence, il doit et nous devons tous mettre nos égos de côté. Voir la chose en face avec toute sa complexité, avec tous les sérieux qui s'imposent, et nous proposerons une recette convenable pour un pays, un Congo stable, digne et qui pourra enfin reprendre, regagner sa place dans le concert des nations. Sinon, le Congo est tellement déchiré que nous risquons de le perdre dans sa configuration initiale. Et ça, c'est inacceptable et aucun Congolais digne de ce nom ne peut l'accepter.